Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdo. Vous l'avez sans doute reconnu à côté de moi, nous sommes au festival Jeux et compagnie. On en parle tout de suite. Je retrouve tout de suite Sophie Merlin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole pour l'association Place aux Jeux. C'est la 13e édition du festival cette année. C'est un événement toujours très attendu qui accueille entre 15 et 16 000 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. On est monté progressivement et depuis quelques années, on a allègrement franchi la barre des 12, 13, puis 15 000 visiteurs. Donc là, je précise qu'on tourne cette émission le vendredi. On voit qu'il y a essentiellement des enfants autour de nous. C'est parce que c'est une journée spéciale dédiée aux scolaires, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc c'est une journée pour les scolaires, pour les groupes, mais pas forcément uniquement pour les enfants, puisqu'on a aussi des groupes de personnes handicapées, des EHPAD qui sont présentes. Le but est vraiment d'accueillir tous les groupes. Et donc là, derrière nous, un espace ludothèque, hein, c'est ça? Oui, on a la ludothèque d'Épinal qui est présente. On a aussi l'association Vivre en Jeu qui est là aussi. Donc plein d'associations locales qui sont là pour nous accompagner. Alors rappelez-nous un petit peu le concept finalement de ce festival, donc né il y a 12 ou 13 ans, c'est ça? Alors c'est vraiment les amoureux du jeu sous toutes ses formes? Exactement, donc c'est notre 13e édition, donc si on retire l'année du Covid, oui. Donc ça fait 14 ans que le festival existe. L'idée c'est d'ouvrir le jeu sous toutes ses formes à tous les publics. Donc on peut aussi bien trouver du jeu pour les tout petits comme on vient de voir, que des jeux plus classiques comme le Scrabble ou les échecs. On va avoir des associations qui nous proposent plein d'animations de sensibilisation. On a du jeu de plateau, du jeu de figurines, du jeu de rôle, des jeux d'adresse en bois. On a vraiment de tout pour tous les goûts. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça se fait en présence de ceux qui les font, ces jeux-là, donc des éditeurs, des auteurs. Ça permet aussi du coup de découvrir des jeux en avant-première, hein, c'est ça? Exactement, donc on a toute une zone qui est dédiée aux prototypes avec ce qu'on appelle la protozone, où on a des créateurs de jeux qui vous permettent de découvrir des jeux qui ne sont pas encore édités. Donc c'est une façon pour eux de tester le jeu, de voir comment ça tourne, et pour nous c'est une façon de les découvrir en avant-première. Alors l'avantage aussi de ce festival, c'est, là je pense à tous ceux qui peut-être comme moi sont un peu feignants pour lire les, les règles du jeu, qui parfois sont un peu complexes. Ce qui est bien, c'est que on a du public là, c'est qu'il y a des animateurs en fait qui encadrent. C'est exactement ça. On a des animateurs qui sont un peu présents partout. Donc on a soit des animateurs qui sont envoyés par les éditeurs, soit des animateurs qui sont qui font partie d'associations et qui ont pour mission donc de partager les règles et de les expliquer au public. Comment se porte de manière globale le marché du jeu aujourd'hui en 2025? Le marché du jeu en 2025 extrêmement dynamique. On a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année rien qu'en France. Ah oui. On a aussi un certain nombre de prix qui permettent de dynamiser l'industrie du jeu. Et depuis le Covid, on a quand même vu une vraie explosion du retour en grâce du jeu de société, puisque les gens ont redécouvert que c'était vachement sympa. Ah oui, parce qu'il y a eu une manière différente de voir les choses. On était chez soi, on a cherché des activités diverses et variées. Ça a contribué à l'essor du jeu. D'ailleurs, vous me disiez en France, 1000 jeux par an, c'est ça? Est-ce qu'on est un pays particulièrement où le jeu est particulièrement développé? On se place comment, vous savez? On se passe bien. Alors, j'ai plus tout à fait les données exactes en tête, mais il y a quelques années, l'Allemagne était vraiment à la pointe. Oui. Voilà. Mais il est vrai que le marché du jeu en France, il est très dynamique. On a tous les ans des nouveaux éditeurs, des nouveaux créateurs. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal placé. Et dans ce que vous observez, vous qui avez une certaine ancienneté sur le festival, c'est quoi les jeux qui marchent bien auprès du public? Alors, les jeux qui marchent bien, je dirais qu'on va avoir... pour la partie, tout ce qui est familial, on va avoir beaucoup tout ce qui est jeu d'ambiance avec du jeu, on peut jouer assez nombreux, où ça rigole, où il y a beaucoup d'interactions. On a aussi tout ce qui est jeu plus expert, donc là on est vraiment sur un public d'initiés où on veut du casse-cerveau, où l'idée c'est vraiment de faire fumer la cervelle et qu'on travaille les neurones. Et puis on a aussi les jeux qui sont plus familiaux, où l'idée c'est on est à 4 autour d'une table, papa, maman, les enfants, et on va partager une petite soirée ensemble très sympathique.
Donc on le dit, le jeu pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous travaillez à l'association sur l'accessibilité à ce festival, c'est important. C'est ça, c'est une cause qui tient à cœur à nos bénévoles, c'est de pouvoir toujours prôner l'inclusion, la diversité et de rendre le jeu accessible à tout le monde. Donc pour la première fois cette année, on a pu participer à une formation à destination des animateurs pour pouvoir adapter notre façon d'expliquer, de choisir, d'expliquer un jeu au public qu'on avait en face de nous. D'ailleurs, il y a un stand cette année en langage des signes. Il y a une association qui vient, c'est ça? Tout à fait. Pardon, j'ai peur d'écorcher le nom, mais c'est l'association Rick and Geek ou Rick and Rex. C'est assez difficile à prononcer, c'est ça. Mais ils sont là effectivement pour faire de l'animation en langue des signes et de façon générale de faire découvrir encore plus de jeux à un public qui parfois peut en être un peu éloigné par manque d'explication. Très bien, merci Sophie d'avoir répondu à nos questions. On fait une première pause dans cette émission et on retourne il y a quelques semaines du côté de Mirecourt qui a organisé sa fête du jeu. On regarde et on se retrouve juste après. Laisser tomber le temps d'un après-midi les écrans, venir en famille ou entre amis, faire tisser de nouvelles connaissances. Pour la 2e édition, le public était au rendez-vous samedi dernier à Mirecourt à l'espace Robert Flambeau pour participer à la fête du jeu. Alors le concept il est simple, c'est avant tout une journée, un après-midi de rencontres et de détente pour toutes les personnes qui souhaitent venir partager un moment agréable pour jouer avec des jeux de société simples, découvrir de nouveaux jeux. Et autour des tables, des référents bénévoles d'associations locales, des foyers ruraux et centres sociaux ont encadré les joueurs. Là, l'avantage, c'est que nous, on a pris du temps pour apprendre les règles en avance et en fait, on transmet les règles et c'est plus facile d'accompagner au fur et à mesure. Mathis et Louisa sont ainsi devenus des aventuriers du rail. Le gagnant, celui qui a fait plus de missions, il a un ticket d'or. Je connaissais Madrid, Barcelone, Rome. Je sais des villes, mais pas beaucoup. Il y avait aussi les inconditionnels de la belote. C'est un régal. C'est une bonne compagnie. C'est eux qui gagnent pour l'instant. On est en train de faire la revanche. Quant à Julien, il s'est mesuré à sa maman lors d'un jeu d'adresse. C'est entre les lignes là, entre celle-là et celle-là. On doit prendre un pion. Et en faisant une pichenette, essayer de le mettre au milieu. On joue souvent aux jeux de société, il a un placard rempli de jeux de société, on adore ça et là on découvrira de nouveau ici, c'est super, on passe du temps ensemble et voilà. Intergénérationnel, ludique, éducatif, l'engouement pour les jeux de société ne se dément pas et avec des centaines de participants pour cette manifestation à Mirecourt, assurément la fête du jeu reviendra l'an prochain, mais avant prenez date pour le festival Jeux et compagnie de retour à Épinal du 7 au 9 mars. Nous sommes de retour au festival Jeux et compagnie. Je suis cette fois accompagnée de Lise Rinker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi bénévole dans l'organisation de ce festival. Et avec vous, on va parler d'un défi que vous avez mis en place. Alors, il y a aussi une coupe du Caméléon d'Or dont on va parler dans un instant. Mais ça commence par un défi de création de jeux de société. Et ça débute le vendredi soir. Expliquez-nous comment ça se passe. Tout à fait. Alors, on a eu l'idée l'année dernière de mettre en place les trophées Le Caméléon d'Or avec pour but de valoriser l'image des jeux de société. Après tout, on a Épinal, ville de l'image, ça avait toute sa légitimité. Et on a été un peu plus loin en se disant, l'image c'est bien, mais on va peut-être aussi valoriser la totalité du jeu avec également la création de jeux. Et c'est pourquoi la Game Jam débutera donc ce soir à 17h, où des personnes, à la fois réalisateurs de jeux ou même des amateurs, vont répondre à un exercice très compliqué, à savoir réaliser un jeu de société entre 17h et 3h du matin. Donc l'idée c'est qu'ils vont avoir un thème, on va leur dire je sais pas, ça va être sur telle thématique, ça devrait être un jeu d'ambiance, enfin c'est un peu ce genre de choses là. Exactement, ce sera exactement ça. Après je peux pas vous en dire plus parce que oui, l'édition de ce soir n'a pas commencé, mais voilà, l'idée c'est ça. Et donc demain matin, enfin du coup ça va être fini dans la nuit et il va y avoir une équipe qui va se sortir du lot et qui apparemment il y a 3 équipes ce soir, donc une équipe va être sélectionnée, elle va devoir aussi après pitcher son jeu, c'est-à-dire donner les consignes du jeu qu'elle a choisi pour que nos dessinateurs
puisse dès demain matin, 10h, réaliser l'illustration de la couverture de ce futur jeu hypothétique. Parce que c'est ça, la deuxième partie, c'est ça. Ensuite, ça passe aux mains de ces fameux illustrateurs. Alors l'année dernière, ils étaient 9 à candidater. Alors ça peut être des amateurs, des semi-professionnels. Et cette année, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça a pris beaucoup d'ampleur. On a été regardé tout à l'heure. Il y a 43 personnes qui sont inscrites et du coup qui seront présents demain à 10h pour réaliser l'illustration sur ce jeu. Alors vous dites présent, mais au final, ça se fait beaucoup en distanciel parce que c'est sur toute la France. Il y en a quand même 3 qui seront là. On a un partenariat avec la Digital Pen Six School qui a des élèves partout en France. Et du coup, en effet, on aura 3 en présentiel et les autres, les 40 autres seront en distanciel. Alors l'idée, c'est qu'ensuite, à l'issue de tout ça, il va y avoir donc les fameux trophées du Caméléon d'Or qui vont être décernés selon plusieurs catégories, c'est ça? Voilà, alors déjà ce jeu-là qui s'appellera le Trophée Espoir, on a le jury qui va délibérer donc dans la nuit de samedi à dimanche pour choisir parmi ces 43 illustrations laquelle gagnera le Trophée Espoir de cette année. Et à côté de ça, on a les trophées du jury, c'est-à-dire le jury a fait une sélection, c'est les éditeurs qui ont candidaté pour sélectionner 3 jeux famille, 3 jeux enfants et 3 jeux initiés experts. Et notre jury va se positionner sur ces jeux et définir un gagnant par catégorie. Et on a la chance aussi d'avoir mis un trophée du public en place, c'est-à-dire que ces 9 jeux, donc 3 enfants, 3 familles, 3 experts, seront à l'appréciation du public pour qu'on définisse un trophée du public. Donc là, on peut venir tout le week-end, hein, c'est ça? Alors non, le samedi. Et voilà, c'est ce soir. Du coup, à partir de 20h et le samedi toute la journée. Et le samedi de 10h à 22h, 21h le vote. Et donc voter à l'entrée, il y a des petites urnes, on peut mettre sa voix pour... C'est tout à fait ça. Et donc pour terminer, l'année dernière, le jeu qui a été créé, c'était un jeu dédié à l'exploration de l'espace. Exactement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est un jeu qui a été édité? Non, il n'avait pas forcément vocation à être édité, c'est plutôt pour créer du lien, créer du contact. Nous, ça nous a surtout permis pour la partie après le jeu, on a eu l'illustrateur, donc POC, de se mettre en contact avec cet illustrateur dont on a vraiment apprécié le travail et c'est lui qui nous a réalisé l'affiche de cette année. Du coup, ça nous laisse aussi des possibilités pour développer le festival aussi. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces trophées-là, c'est des trophées, voilà, c'est un titre, mais c'est aussi des trophées physiques. Et on travaille avec un artiste local chaque année pour réaliser les trophées physiques qu'on remet lors d'une cérémonie ouverte au grand public le dimanche matin à 11h. Très bien, merci Lise Rinquert d'avoir répondu à nos questions. On fait une deuxième pause dans cette émission et sur le festival, il y a aussi tout ce qui est jeux de construction. Je vous propose de regarder un reportage de nos archives. C'était un concours de construction Lego il y a quelques semaines à Corcieux et on se retrouve juste après. Fouiller jusqu'à trouver la bonne brique. Il fallait faire preuve de créativité, d'imagination et de rapidité pour construire sa maison du bonheur en un peu plus d'1 heure à peine. Un thème identique pour tous les concurrents de ce concours de construction, mais des interprétations très différentes. C'est un petit garçon et il adore la forêt, les animaux. Et il a décidé de construire sa maison dans un arbre, dans la forêt. On est parti sur un peu une maison de pirate parce qu'on a vu beaucoup de gris. Et que Papou il a déjà fait la base d'une toute petite maison et qu'il a dit qu'on pourrait la faire en hauteur. Donc on est un peu parti sur ça. Dans les arbres, en repère de pirates ou gourmandes, ces maisons étaient scrutées de près par un jury. Les 20 binômes, tous obligatoirement composés d'un adulte et d'un enfant, participaient à 2 épreuves. La seconde était une construction flottante, un moment de partage et d'échange. Les Lego, c'est l'intelligence des mains, et puis c'est des histoires, c'est la créativité, c'est donner vie à ce qu'on a dans la tête et puis également partir sur d'autres pistes parce que on n'a pas la pièce qu'il faut et donc du coup on invente autre chose et c'est infini quoi. Moi j'aime bien, la plupart de mon temps je l'aide à ranger. On les trie par pièce et par couleur à la maison mais j'ai pas trop l'habitude de construire avec lui, c'est plutôt son domaine, voilà. Moi c'est le rangement. Le côté imagination, création, je pense que ça ouvre l'esprit des enfants et moi je trouve ça génial. L'objectif de ce Brick Family c'est de faire participer les familles de Corcieux et d'ailleurs à un événement intergénérationnel. L'objectif c'est de délaisser les écrans pour mettre les parents, les grands-parents, les enfants au centre des Lego. Depuis sa création dans les années 40, la petite brique a en effet traversé les générations et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Ça fait 2 ans que je suis à la retraite
Donc depuis, j'ai pris passion pour ça, quoi. Donc je me suis mis à fond et puis depuis, voilà, c'est une passion et puis je me suis pris au jeu, quoi. Combien d'heures vous avez mis pour fabriquer Celui-là, j'ai mis pratiquement 1 an à le faire. Une réplique du Titanic et bientôt une reproduction de Notre-Dame de Paris. Bernard est devenu un adepte de la brique danoise, fabriquée chaque année à plus de 50 milliards d'exemplaires. Largement plébiscités, les Legos sont aujourd'hui bien plus que de simples jouets, puisqu'ils sont également utilisés dans des maisons de retraite, des instituts médico-éducatifs ou encore des écoles autour d'activités ludiques et éducatives. Nous sommes de retour au festival Jeux et compagnie. Je suis avec Romuald Areno. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé la maison d'édition des tranchées aux barricades. Oui. Alors, on a toujours l'image d'Épinal du petit garçon qui joue avec les petits soldats. Et vous, c'est quelque chose qui vous est resté avec le temps. Oui, maintenant, c'est des vieux garçons qui jouent avec les petits soldats. Alors, racontez-nous comment c'est né finalement cette envie de faire des figurines. Alors l'envie de jouer avec des petits soldats, ça m'est arrivé à 4 ans, donc ça va être un peu long à parler. Donc j'ai toujours fait ça, moi. Quand j'étais petit, je jouais avec mes Playmobil, voilà, je faisais des petites règles à moi. Et avec un copain, Jean-Baptiste Follet, on était passionnés de la guerre d'Espagne et on ne trouvait pas de système de jeu qui nous allait, qui nous convenait. Donc on a commencé petit à petit dans notre garage à mettre un truc au point. Et pendant le Covid, ça s'est un peu accéléré. On a eu du temps pour jouer. Donc on s'est dit voilà, on va faire ça. Donc vous les fabriquez vous-même, c'est en résine? Alors notre cœur de métier, on va dire, c'est la création de la règle et son développement. Ça, okay. Et au fur et à mesure des rencontres, des opportunités, on a rencontré des sculpteurs qui nous ont proposé de créer quelques figurines pour nous. D'accord. Et on y a pris goût. Donc maintenant, on commence à avoir beaucoup de figurines, quelques figurines à nous quand même. Donc voilà, l'idée c'est que vous vous basez sur ces figurines pour créer des scénarios, des jeux historiques en fait du coup. Oui, oui. Alors expliquez-nous un peu, donnez-nous un exemple pour qu'on se rende compte un petit peu. Nous, ça partait de nos théâtres préférés, qui sont souvent les théâtres un peu oubliés, où l'armée française a combattu et on ne sait plus quel il était. Donc là, on a sur le premier opus, on a traité donc de Laurence d'Arabie, tout ce qui était la guerre au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. On a un opus sur la guerre civile espagnole et on a un 3e opus sur la révolution berlinoise en 1918. Et donc le jeu de figurines finalement il n'est pas si répandu dans le monde du jeu de société par rapport à d'autres spécialités, voilà. Et alors il y avait un créneau à prendre en fait. Ah non, c'est pas un créneau, on fait pas ça pour le commerce. Ouais. On fait ça parce qu'on aime ça. Oui, bien sûr. C'est la potion magique dans laquelle on tombe dedans. Il n'y a pas de créneau. Regardez, voilà, le festival, c'est tout ça, et nous, on est là-bas. Mais c'est normal. Mais justement, il y a peut-être des gens qui cherchaient aussi ça et qui n'arrivaient pas à le trouver. Et vous permettez aussi ces jeux-là qui sont peut-être moins répandus. Du moins, on vient aux événements pour nous montrer et pour donner envie. Et vous vous rendez compte que ça prend ? Pas autant que vous voudriez. Voilà, en plus on joue en historique. Ouais. Donc voilà, le jeu de figurines fantastique marche bien. Oui. Marche bien. Historique. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vous tente ? J'y ai joué, mais non, ça m'est passé. Ça m'est passé. Donc, je rappelle qu'on peut vous trouver ici sur le festival. Vous êtes là tout le week-end. Votre stand, donc ça s'appelle Des tranchées aux barricades. Voilà. On va pouvoir voir en live. Les gens vont pouvoir jouer. C'est ça l'idée. Vous êtes venu avec une version allégée. Un scénario. On est venu avec une version allégée aujourd'hui, c'était la journée des enfants, donc on a essayé de faire ça. Très bien. Merci Romuald d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine.
Il y a quelques mois, c'était une pharmacie. Désormais, c'est une boutique solidaire. En août dernier, l'association AMI a ouvert son 6e magasin sur Épinal, implanté dans la galerie marchande attenante au nouvel Intermarché du quartier Bitola. Inaugurée la semaine dernière, la boutique Les Prix d'Ami est gérée par 5 salariés en insertion. Meubles, vaisselle, électroménager, des produits de seconde main qui s'adressent aussi bien à un public à faible revenu qu'aux collectionneurs ou adeptes de la recyclerie. Rappelons que l'association AMI existe depuis 1985 au quartier de la Madeleine à Épinal, où se trouve sa brocante historique, d'ailleurs récemment rénovée. Elle compte 23 employés permanents et 150 salariés en insertion. Plus de 80 exposants seront présents, un record. La 4e édition du salon Green Expo se tiendra les vendredis 14, samedi 15 et dimanche 16 mars au centre des congrès d'Épinal. Présentation en a été faite jeudi depuis les serres municipales de la Cité des Images. Green Expo, c'est le salon du jardinage, de l'alimentation et des espaces extérieurs, petits ou grands, le tout dans une démarche la plus éco-responsable possible. Au programme donc des ateliers, des démonstrations, des animations et une vingtaine de courtes conférences. Un salon innovant également dans son montage, puisque fruit d'un partenariat étroit entre ses organisateurs, la ville, l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, la chambre d'agriculture et la Maïf. L'entrée est gratuite. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui, mais le festival, lui, se poursuit jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas, la semaine prochaine, vous pourrez redécouvrir l'ouverture de la pêche à la truite, tournée également ce week-end. Je vous dis à très bientôt.